Sous le volcan Songandi, un chiffre déroute les experts et affole les marchés. Jusqu'à 500 millions de carats de diamants enfouis dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette abondance brute, validée par les satellites et convoitée par les multinationales, surgit précisément alors que l'État lutte pour financer des routes, des écoles et la sécurité. Que signifie une telle promesse pour le quotidien d'un paysan burkinabé quand Ibrahim Traoré doit décider quoi faire de chaque karat extrait? À Songandi, l'avenir du Burkina Faso se concentre soudain en une seule brillance fragile. La découverte de Songandi n'est pas seulement un filon spectaculaire, c'est une équation existentielle pour le Burkina Faso. Si l'exploitation se confirme, les revenus miniers pourraient être multipliés par 10 ou 15 en quelques années, de quoi financer hôpitaux, routes et écoles dans tout le Sahel burkinabé. Mais la même courbe ascendante peut aussi annoncer une chute brutale, conflits locaux, accaparement des terres, corruption et dépendance accrue vis-à-vis des capitaux étrangers. C'est ici que se joue la promesse implicite qui attire autant l'attention des chancelleries que des médias à la recherche de Burkina Faso News. Transformer la richesse brute en prospérité partagée, plutôt qu'en nouvelle malédiction des ressources. À chaque réunion au palais de Ouagadougou, Ibrahim Traoré se mesure à cette ligne de crête, scrutinée par les partisans d'une ouverture rapide comme par ceux qui exigent un contrôle national rigoureux. Le pari est simple à formuler mais vertigineux à tenir. Faire du volcan un levier de dignité collective et non une menace de fracture supplémentaire. Les premières données complètes ont dissipé tout doute. Sous le Songandi s'étend une masse cristalline de plus de 10 km², pouvant atteindre 500 millions de carats de diamants, soit une valeur théorique de plusieurs milliards de dollars par an pour l'État burkinabé. Pour un pays dont le PIB reste modeste et dont une large part de la population vit encore de l'agriculture de subsistance, cette simple série de chiffres équivaut à un basculement d'échelle économique. Au départ pourtant, l'histoire commence presque comme un malentendu technique. Des ingénieurs locaux, assistés par des experts chinois, interprètent d'abord les signaux comme de simples interférences avant que les recoupements géologiques ne s'imposent. Les images satellites confirment le motif anormal, les analyses affinent les estimations, et très vite, les cartes accrochées au mur des bureaux de Ouagadougou ne montrent plus seulement des frontières administratives, mais un noyau brillant au cœur des montagnes. Le dossier remonte alors jusqu'au cercle rapproché d'Ibrahim Traoré, où chaque ministère projette sa propre vision. Ministère des Mines focalisé sur les infrastructures à construire, Finance sur les recettes fiscales possibles, Défense sur le risque d'embrasement sécuritaire autour du site. Dans les couloirs, les références à d'autres pays africains abondent, de la République démocratique du Congo au Sierra Leone, exemple à la fois d'opulence minière et de chaos prolongé. Les économistes rappellent que selon certaines études des Nations Unies, près de 60% des pays du continent ayant découvert une ressource majeure ont vu la pauvreté augmenter sur le long terme lorsque la gouvernance n'a pas suivi. Au fil des réunions, une question implicite grandit. Le Burkina Faso s'apprête-t-il à devenir un contre-exemple ou à rejouer un scénario déjà vu où la promesse d'abondance précède une nouvelle série de fractures sociales et de luttes pour le contrôle des rentes? Dans cette séquence, la figure centrale n'est pas le volcan lui-même, mais la manière dont le pouvoir politique décide de l'aborder. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, prompt à signer sous pression extérieure, Ibrahim Traoré choisit de ralentir le tempo dès les premières heures de la révélation. Lors d'une réunion initiale, pendant que les ministres débattent de contrats, d'emplois et d'aides budgétaires, il reste silencieux, le regard fixé sur une carte où Songandi apparaît comme un simple point rouge au milieu d'un Sahel vulnérable. Ce silence n'est pas un vide, mais une stratégie.
Il comprend que chaque décision prise dans ses premiers jours pèsera sur plusieurs décennies, bien au-delà de son propre mandat. Sur le terrain, l'effet d'annonce se fait pourtant déjà sentir. Dans un village proche, des familles empêchent leurs enfants de migrer vers la capitale, espérant que des emplois naîtront bientôt des chantiers miniers. Ailleurs, des commerçants spéculent sur la hausse future des loyers, anticipant l'arrivée d'ingénieurs étrangers. Ces micro-ajustements, presque invisibles à l'échelle macroéconomique, montrent à quel point l'attente se diffuse rapidement dans la société burkinabé. Dans ce contexte, le rôle de Traoré n'est pas seulement de signer ou refuser des accords, mais de canaliser une espérance brute pour éviter qu'elle ne tourne à la frustration explosive. Car au-delà des chiffres, une question demeure en filigrane. Que vaut une richesse si elle fracture davantage un pays déjà fragile? En creux, chaque carat testera la cohésion burkinabé. L'activation de la séquence commence presque au moment où la nouvelle fuite sur les réseaux sociaux. Des photos floues de cartes géologiques circulent accompagnées de chiffres spectaculaires sortis de leur contexte. Dans les marchés de Ouagadougou, la rumeur précède l'information vérifiée. Songandi deviendrait bientôt une nouvelle capitale improvisée. Les premiers jours, le gouvernement tente de garder le contrôle du récit, mais chaque silence nourrit davantage les spéculations. Des responsables locaux promettent déjà des emplois à venir, des intermédiaires approchent discrètement des familles pour acheter des terrains à bas prix. Les radios communautaires relaient des témoignages de mineurs artisanaux qui rêvent de rejoindre les futurs chantiers industriels. Au même moment, des courriels affluent dans les boîtes des ministères. Grandes compagnies minières, fonds d'investissement, cabinets de conseil, tous proposent des offres clés en main. Les ambassadeurs multiplient les rendez-vous, évoquant des partenariats gagnant-gagnant et des lignes de crédit conditionnées. Face à cette accélération, Ibrahim Traoré tranche une première fois. Il annonce publiquement la création d'une commission nationale chargée d'examiner les impacts économiques, sociaux et environnementaux de toute exploitation. Ce choix agit comme un premier pic dramatique. Pour les promoteurs d'une ouverture immédiate, c'est une perte de temps incompréhensible. Pour les partisans de la souveraineté, c'est un signal fort que le pays refuse de céder à la précipitation. Les séances de travail de la Commission se succèdent alors que la pression internationale augmente. Les représentants d'entreprises étrangères affinent leurs propositions, promettant des milliards d'investissements, des milliers d'emplois et des transferts de technologie. Dans l'ombre, certains membres de l'élite politique plaident pour signer vite, arguant que le pays ne peut se permettre de laisser fuir une telle manne. Les premières fissures apparaissent au sein du gouvernement, voient des discours contradictoires sur les délais et les priorités. À mesure que les semaines passent, le climat se tend. Des manifestants descendent dans les rues pour exiger que les promesses de richesse se traduisent enfin dans leur quotidien. Les slogans oscillent entre soutien à la prudence de Traoré et colère contre la lenteur perçue des décisions. Les investisseurs étrangers, eux, commencent à douter. Certains projets concurrents sur le continent redeviennent attractifs. Les promesses de financement se refroidissent. Cette phase de refroidissement marque un nouveau sommet dramatique, moins spectaculaire mais tout aussi déterminant. Un mois après la découverte, la commission rend ses premières conclusions. Les experts confirment le potentiel économique gigantesque, mais détaillent les risques écologiques et sociaux. Pollution des eaux, déforestation rapide, chute possible de la biodiversité locale de près de 40%, tensions foncières accrues. Sur la base de ces avis, le gouvernement opte pour une ligne de crête. Lancement d'une exploitation à petite échelle, strictement encadrée par l'État, pendant que se prépare un cadre législatif plus complet. Le volcan,
cesse d'être seulement une promesse abstraite et devient un chantier réel, avec ses routes en construction, ses premiers campements techniques, ses patrouilles de sécurité. Mais dans les villages alentours comme dans les quartiers périphériques de la capitale, la sensation de décalage demeure. Les habitants voient des machines arriver sans toujours percevoir les retombées immédiates. Le cycle activation-climax-résidu se referme provisoirement là. Une décision prudente, des attentes lourdes et un champ de tension prêt à resurgir au moindre dérapage. Pour prendre la mesure réelle de son Gandhi, il faut ramener la découverte à quelques repères chiffrés soigneusement vérifiés. Premier axe, la masse estimée atteint 500 millions de carats sous Song Gandhi. Ce volume place d'emblée le pays parmi les producteurs majeurs. Au-delà de l'effet spectaculaire, ce chiffre traduit une continuité d'extraction possible sur plusieurs décennies, à condition que les cadences soient maîtrisées et que la valeur soit captée par l'économie nationale plutôt que par des circuits opaques. Deuxième repère, les simulations évoquent jusqu'à 4 milliards de dollars de recettes annuelles potentielles. Une telle manne transformerait le budget national et la capacité d'investissement. Dans les modèles présentés au gouvernement, ces revenus pourraient financer des infrastructures routières, des hôpitaux régionaux, des programmes éducatifs, tout en renforçant l'outil militaire dans une zone encore exposée à l'insécurité. Mais les économistes rappellent qu'une courbe ascendante ne suffit pas à garantir une amélioration du quotidien si la gouvernance, la transparence et la redistribution restent déficientes. Troisième signal, certaines projections prévoient une diminution de 40% de la biodiversité locale sans garde-fou strict. Ce recul fragiliserait durablement l'agriculture de subsistance dans tout le Sahel. Les études environnementales détaillent les risques de pollution des cours d'eau. 2. De déforestation accélérée et de perturbation des cycles hydrologiques dont dépendent directement les communautés rurales. À ces données écologiques s'ajoutent des indicateurs sociaux hérités d'autres expériences africaines où l'afflux de capitaux miniers a souvent augmenté les inégalités plutôt que de les réduire. Des rapports onusiens rappellent que dans une majorité de cas, la découverte d'une ressource majeure s'est accompagnée d'une progression de la pauvreté lorsqu'aucune stratégie de long terme n'a été mise en œuvre. Les conseillers rappellent par exemple que de précédentes ruées vers l'or ou le pétrole sur le continent ont gonflé les recettes officielles sans empêcher la stagnation des services publics pour la majorité. Dans plusieurs capitales africaines, des quartiers luxueux ont émergé à côté de bidonvilles inchangés, preuve que l'abondance de ressources ne garantit pas la diffusion de la prospérité. À Songandi, l'enjeu est d'éviter ce schéma où les mines s'illuminent la nuit tandis que les villages alentours manquent toujours d'électricité. Les spécialistes de la gouvernance insistent donc sur la séquence à respecter. Cadastre clair, contrat transparent, contrôle parlementaire, fonds souverain dédié aux générations futures. Sans ces garde-fous, les trois indicateurs clés, volume extrait, recettes fiscales, coûts écologiques, risquent de diverger brutalement au lieu de se renforcer mutuellement. Dans les réunions à huis clos, les partisans d'une ouverture rapide minimisent les risques, arguant que le pays a besoin d'un signal fort pour attirer les capitaux et crédibiliser sa trajectoire économique. Les défenseurs d'une approche graduelle répliquent qu'une signature hâtive ferait perdre au Burkina Faso une part décisive de sa souveraineté économique. Au milieu de ces courants, Ibrahim Traoré se voit sommé de trancher entre promesses de rattrapage accéléré et nécessité de protéger un tissu social et environnemental déjà fragilisé. Pour lui, chaque courbe présentée en réunion n'est pas seulement une projection abstraite, mais un condensé de conséquences possibles sur la confiance des citoyens et la stabilité à long terme. Pour comprendre le dilemme de Songandi, il faut d'abord rendre justice aux arguments des partisans d'une exploitation rapide. Selon eux,
Le Burkina Faso ne peut se permettre de laisser une telle richesse dormir sous terre, alors que les besoins en infrastructures, en santé et en sécurité restent immenses. Il rappelle que chaque année d'hésitation est aussi une année de recettes perdues, de projets retardés, de jeunes contraints à l'exil faute d'emplois qualifiés. Dans leur scénario, l'arrivée massive de capitaux étrangers agirait comme un choc positif, accélérant la modernisation du pays et renforçant sa position dans une industrie mondiale très concentrée. Il souligne aussi que la concurrence est rude. D'autres gisements sur le continent attendent des investisseurs, prêts à déplacer leurs offres vers des États moins réticents. En face, les défenseurs d'une ligne prudente rappellent un autre ensemble de faits. Ils citent des cas où la signature rapide de contrats a mené à des régimes fiscaux défavorables, à des dégâts environnementaux irréversibles et à des tensions sociales que les gouvernements n'ont pas su contenir. Ils insistent sur la malédiction des ressources, documentée dans plusieurs pays africains, où la découverte d'un filon majeur s'est accompagnée d'une hausse de la pauvreté et des inégalités plutôt que de leur recul. Pour eux, la question n'est pas de savoir s'il faut exploiter Songandi, mais comment et à quel rythme. Ils plaident pour des partenariats public-privé strictement encadré, une montée en puissance graduelle et une surveillance citoyenne renforcée. La réponse officielle tente d'intégrer ces deux registres, en créant une commission indépendante, en suspendant certaines négociations et en optant pour un démarrage limité. Ibrahim Traoré envoie le signal qu'il ne rejette ni l'investissement extérieur ni la vigilance souveraine. Cette voie médiane n'efface pas les critiques, mais elle repose sur une lecture précise des données disponibles. Les chiffres montrent que la promesse de revenus ne suffit pas, à elle seule, à inverser les trajectoires de pauvreté si les institutions restent fragiles. Le pari politique consiste donc à bâtir d'abord ces garde-fous, puis à ouvrir le robinet des diamants sans briser la digue sociale. Le pivot ne se mesure pas en carats. Il apparaît lorsque le président annonce la création d'un comité indépendant chargé de superviser l'ensemble du processus, de l'étude d'impact au premier contrat. En un discours, Ibrahim Traoré interrompt la dynamique de ruée vers l'or gris que certains espéraient voir s'installer à Songandi. Les négociations en coulisses avec plusieurs multinationales se retrouvent suspendues, les offres spectaculaires réexaminées à la lumière de critères environnementaux, sociaux et de souveraineté. Pour les acteurs économiques les plus impatients, ce choix ressemble à un frein brutal au moment même où les projecteurs internationaux se braquaient sur le pays. Pour d'autres, notamment dans la société civile, il marque au contraire l'entrée d'un Burkina Faso décidé à écrire ses propres règles du jeu. Ce basculement discret change la nature du dossier. Il ne s'agit plus seulement de savoir combien de diamants seront extraits, mais qui décidera de la cadence, des partenaires et de la répartition des bénéfices. En arrière-plan, une interrogation plus large se dessine que le débat public n'a pas encore entièrement formulée. Songandi sera-t-il le point de départ d'un nouveau modèle de gestion des ressources africaines ou un épisode de plus dans la longue série des occasions manquées? À mesure que le projet Songandi se précise, les conséquences concrètes se déclinent déjà pour plusieurs groupes clés. Pour l'État burkinabé, d'abord, la perspective de recettes massives agit comme une promesse et un test. Si les projections se réalisent, le budget national pourrait être profondément réorienté vers les infrastructures, la santé et l'éducation, offrant au gouvernement une marge de manœuvre inédite. Mais cette même manne crée une pression intense sur les institutions. Chaque arbitrage budgétaire sera scruté, chaque contrat dénoncé s'il semble favoriser des intérêts particuliers. La crédibilité d'Ibrahim Traoré se jouera en partie sur la capacité de l'appareil d'État
a démontré que les revenus de Songandi servent réellement le bien commun. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, le volcan représente un champ d'opportunités et de contraintes simultanées. Les grands groupes miniers y voient un gisement capable de redessiner leur portefeuille, mais ils doivent composer avec un cadre politique plus exigeant, des commissions indépendantes et une opinion publique attentive. Les sociétés burkinabées, elles, espèrent décrocher des contrats dans les travaux publics, la logistique, les services de proximité, sans être reléguées au second plan par des géants internationaux. Le risque, déjà observé ailleurs, est celui d'une économie à deux vitesses, où quelques entreprises captent l'essentiel des retombées, tandis que le tissu local reste marginalisé. Pour les populations, ensuite, les effets se jouent à plusieurs échelles. Dans les villages proches, certains imaginent l'arrivée rapide de dispensaires, d'écoles, de routes asphaltées, de marchés mieux approvisionnés. D'autres craignent des déplacements forcés, la hausse des loyers, la perte de terres agricoles au profit de concessions minières. Les jeunes, en particulier, regardent Sangandi comme une promesse d'emploi, mais ils savent aussi que les postes les mieux rémunérés iront d'abord à ceux qui possèdent déjà les compétences techniques. Sans politiques actives de formation, l'écart entre attente et réalité pourrait se transformer en frustration politique. À l'échelle régionale, enfin, le Sahel observe avec attention. Une exploitation mal gérée pourrait aggraver les tensions dans une zone déjà marquée par l'insécurité, en attirant des groupes armés vers un territoire stratégique. À l'inverse, un partage maîtrisé des bénéfices et une amélioration visible du quotidien pourraient renforcer la résilience des communautés face aux discours extrémistes. Les capitales voisines scrutent donc la manière dont le Burkina Faso articule sécurité, souveraineté et ouverture aux investissements. Dans ce paysage, des expressions comme Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Burkina Faso News reviennent régulièrement dans les médias et les analyses géopolitiques, illustrant l'attention croissante portée au dossier Songandi. Le volcan devient ainsi un miroir des choix collectifs à venir. Les analyses estampillées Ibrahim Traoré Burkina Faso se multiplient dans la région. Sur un horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires principales se dessinent pour Songandi. Dans le scénario de base, le Burkina Faso poursuit la ligne actuelle: exploitation à petite échelle, négociation continue, élaboration progressive du cadre juridique. Les premières pierres d'infrastructure y sont posées. Quelques centaines d'emplois se matérialisent, mais la transformation macroéconomique reste encore modeste. Ce chemin suppose une capacité administrative suffisante pour rédiger des textes mecs solides, contrôler les acteurs privés et maintenir un minimum de consensus politique autour de la prudence affichée par le pouvoir. Le scénario optimiste imagine un équilibre plus dynamique. Les partenariats publics-privés se structurent sur des bases jugées transparentes, la commission indépendante gagne en crédibilité et les premières recettes sont orientées vers des projets visibles: routes, dispensaires, programmes de formation. Les, si- les signaux envoyés rassurent une partie des investisseurs qui acceptent des conditions plus exigeantes en échange de la stabilité et de la prévisibilité. Le récit international glisse alors progressivement vers l'idée d'un cas d'école où un pays du Sahel parvient à concilier souveraineté économique et attractivité. Dans cette version, les interviews d'experts parlent souvent de Ibrahim Traoré l'interview pour illustrer un leadership cherchant à déjouer la malédiction des ressources. Le scénario le plus sombre repose sur un enchaînement de tensions. Des divisions internes minent la cohérence de la stratégie. Certaines factions imposent des accords rapides. La transparence promise se fissure. Les communautés locales se sentent écartées des décisions. Les dégâts environnementaux se multiplient sans compensation crédible
et les groupes armés profitent du ressentiment. Les investisseurs, inquiets, réduisent leur exposition, laissant derrière eux des chantiers inachevés et des attentes déçues. Entre ces trois lignes, aucune n'est écrite à l'avance. Les choix d'Ibrahim Traoré, mais aussi ceux des administrations, des élus locaux, des entreprises et des citoyens détermineront la trajectoire effective. La recommandation la plus prudente pour l'instant consiste à penser ces scénarios non comme des destins figés, mais comme des repères à combiner. Garder l'ambition du scénario optimiste, la vigilance du scénario sombre et le réalisme du scénario de base. Cela implique d'accepter une part d'incertitude, de revoir régulièrement les hypothèses et de ne pas confondre annonces officielles et changements réellement observables sur le terrain. Ces séquences étiquetées Ibrahim Traoré Interview circulent largement sur les réseaux. Au-delà des cartes, des chiffres et des communiqués, l'affaire Songandi touche directement la manière dont les Burkinabés se projettent dans leur propre avenir. Pour un agriculteur qui dépend des pluies incertaines du Sahel, la promesse de nouvelles routes, de forages, de dispensaires paraît à la fois tangible et lointaine. Il sait que des milliards peuvent circuler sans jamais atteindre son village si les circuits de redistribution restent verrouillés. Pour une jeune diplômée de Ouagadougou, spécialiste en géologie ou en environnement, Songandi représente une rare occasion de travailler sur un projet d'envergure mondiale sans quitter son pays. Mais elle mesure aussi le risque de voir les postes de stratégiques confiés à des experts étrangers, tandis que les emplois locaux se limiteraient aux tâches les moins qualifiées. Pour les habitants des quartiers périphériques, habitués au délestage et à la précarité, la perspective de voir les lumières des camps miniers briller en permanence peut susciter autant de fascination que de colère. La manière dont les autorités expliqueront leurs choix, publieront les contrats, associeront les citoyens aux décisions, influencera la confiance qu'ils accordent aux institutions. Si Songandi devient le symbole d'un effort collectif où les bénéfices sont visibles et les coûts assumés de façon transparente, il pourra nourrir un sentiment de fierté partagée. S'il se réduit à une succession d'annonces spectaculaires et de déceptions silencieuses, il renforcera au contraire l'idée que la politique et l'économie se jouent loin des préoccupations quotidiennes. Dans ce miroir, les attentes et les craintes des Burkinabés constituent une donnée aussi structurante que les carates enfouies sous le volcan. Leur perception deviendra un indicateur décisif du succès ou de l'échec. Face à ce faisceau de risques et de possibilités, une feuille de route se dessine déjà dans les décisions prises et dans les débats en cours. Première étape, consolider la transparence autour de Songandi. Publication des grandes lignes des études d'impact, consultation structurée des communautés locales, accès plus large aux informations pour la presse et la société civile. Sans cette base, aucune promesse de redistribution ne sera crédible. Deuxième étape, renforcer les capacités techniques nationales en soutenant la formation d'ingénieurs, de géologues, de juristes et de contrôleurs capables de suivre les opérations minières sur la durée. Il s'agit de réduire la dépendance à l'expertise extérieure et de faire en sorte que les décisions les plus sensibles puissent être discutées et arbitrées au Burkina Faso même. Troisième étape, structurer les partenariats publics-privés autour de garde-fous clairs. Clauses environnementales strictes, mécanismes de partage des profits, obligations d'investissement locaux, sanctions en cas de manquement. Dans ce schéma, les entreprises étrangères ne sont pas exclues, mais intégrées à un cadre qui affirme la primauté de l'intérêt national. Quatrième étape, créer des instruments budgétaires capables de lisser les recettes et de les orienter vers des priorités de long terme, qu'il s'agisse de fonds dédiés aux générations futures ou de programmes ciblés sur les régions les plus vulnérables. Enfin, cinquième étape, inscrire Songandi dans un récit politique assumé où Ibrahim Traoré explique régulièrement les choix opérés, les arbitrages difficiles, les compromis nécessaires. Ce dialogue constant, s'il est tenu, peut
transformer la mine en point d'appui pour reconstruire la confiance ben l'État et les citoyens plutôt qu'en simple source de tension supplémentaire. Lorsque l'on revient aux premières images de Sangandi, ce ne sont pas les courbes financières qui frappent le plus, mais ce point rouge minuscule sur une carte déjà marquée par la sécheresse, l'insécurité et la pauvreté persistante. C'est à partir de ce point à peine visible qu'un pays entier se met à réimaginer ce qui est possible ou non. Dans le bureau présidentiel, on raconte qu'Ibrahim Traoré a longuement fixé cette carte avant de trancher en faveur d'une approche graduelle. Qu'il s'agisse d'un geste discret ou d'un symbole, cette scène résume l'enjeu. Refuser de traiter les diamants comme une simple marchandise de plus, interchangeable, déconnectée des vies qu'ils peuvent transformer. Le volcan, lui, reste silencieux, indifférent aux controverses et aux négociations. Ce sont les choix humains, les arbitrages quotidiens, les renoncements parfois coûteux qui décideront de ce que Songandi incarnera pour les générations futures. Dans ce récit, chaque décision prudente, chaque contrat mieux négocié, chaque village effectivement relié à une route ou à un dispensaire peut peser davantage qu'un discours triomphal. Au bout du compte, la vraie richesse sera la confiance retrouvée. Songandi n'est pas seulement un dossier technique pour experts et investisseurs, c'est aussi un test collectif pour tout un pays. Les débats qui s'ouvrent aujourd'hui autour des contrats, des normes environnementales, de la redistribution ou de la souveraineté ne concernent pas uniquement les salles de réunion de Ouagadougou. Ils touchent les villages, les quartiers populaires, la diaspora, tous ceux qui, de près ou de loin, se sentent concernés par l'avenir du Burkina Faso. Dans les mois à venir, la manière dont les citoyens s'informeront, questionneront, soutiendront ou critiqueront les choix effectués comptera autant que les négociations avec les multinationales. Sangandi peut devenir un symbole de repli, de méfiance et de désillusion, ou bien l'occasion de montrer qu'une autre gestion des ressources est possible, plus transparente, plus inclusive, plus exigeante envers les dirigeants comme envers les partenaires étrangers. À chacun, désormais, de décider comment suivre cette histoire, comment en parler, comment y prendre part pour que la brillance des diamants ne fasse pas oublier la valeur de la dignité partagée.